Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. C'est vrai que la semaine dernière, on était en rediffusion, mais ce soir, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en direct. Et oui, nous sommes en direct télé, en direct Facebook pour notre rendez-vous hebdomadaire du mardi soir entre nous. C'est l'occasion de parler, de mettre en avant une thématique, sujet sensible, parfois tabou, même d'actualité, de réunir sur le plateau des intervenants de qualité et de vous donner également la parole pour nous passer à beau canter, sans tabou, sans langue de bois et surtout à tché ouvert, comme j'aime à le dire. Merci, je tiens à le dire parce que c'est important. Merci à toutes les personnes qui sont toujours fidèles au rendez-vous. Merci aux personnes qui nous suivent, qui partagent l'émission, qui a nous une belle force aussi, les qui joignent nous en là. Merci encore une fois de partager surtout l'émission. Je le disais, chaque mardi soir, c'est une nouvelle thématique. Ce soir, nous allons parler de réalité et opportunités du marché du travail en Guadeloupe. L'emploi existe-t-il réellement en Guadeloupe? Quelle est la réalité du marché du travail? Quels sont les secteurs qui finalement recrutent? C'est la question que se posent bien nombre de personnes en quête de boulot ou tout simplement qui s'intéressent à l'évolution de notre écosystème. La permanence d'un chômage élevé dans les départements et régions françaises d'outre-mer et la surexposition de certains publics, en particulier les jeunes et les femmes, posent la question parfois de l'efficacité des politiques publiques de lutte contre le chômage déployées en Outre-mer. Et pourtant, des analyses récentes montrent qu'il y a des secteurs en voie de développement. Il y a des spécificités qui sont liées à nos régions d'Outre-mer. Ce soir, nous avons décidé d'inviter sur le plateau, encore une fois, des intervenants de qualité, j'aime à le rappeler, afin que nous puissions beau canter, débat ce sujet-là, ça. Ce soir, nous avons Madame Sylvia Fibel-Puissant, qui est une habituée, mais ça fait longtemps nous pour t'ouvrir nous. Donc, je suis très heureuse de l'accueillir ce soir. Merci Sylvia d'être avec nous. Tu es la fondatrice, on peut le dire, fondatrice de Caraïbes Factory, qui est vraiment une entreprise au cœur aussi des entreprises guadeloupéennes. Exactement. Pionnière du tourisme industriel en Guadeloupe. Vous ouvrez les portes aux entreprises locales et guadeloupéennes, c'est ça? C'est exactement ça. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis ravie d'être avec vous tous, en très bonne compagnie d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir partager avec vous. On parlera un petit peu plus en amont de Caraïbes Factory, de ce que j'ai proposé et créé. Et donc, je parlerai de cette thématique avec plaisir. Et surtout de ta vision du marché, de la réalité de l'emploi, toi qui est sorti justement du sentier commun que l'on peut retrouver. À tes côtés, nous avons Caroline Khalil, qui est, on va dire, fondatrice aussi de Campus Digital, et qui a aussi sa propre boîte, CK Consulting, et qui est spécialisée, on va dire, dans la création d'entreprises, ou qui accompagner les gens qui envient monter projet à eux. C'est exactement ça. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Et effectivement, il y a un vrai sujet aujourd'hui, et clairement, la sortie du marché ne se fait pas que... La sortie, l'entrée du marché ne se fait pas que via l'entrepreneuriat. On a aussi effectivement l'emploi qui aujourd'hui est un secteur sur lequel il faudrait vraiment qu'on discute parce qu'il y a des petites choses à faire, je pense. Ah, je suis contente que tu le dises. À nos côtés également, on a présenté 2 femmes et nous tenions à avoir des hommes aussi sur le plateau. Monsieur Manuel Ornem, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est fondateur de Karukera e-sport. Ouais, ça, c'est un secteur qu'on ne connaît pas trop, on va dire méconnu en Guadeloupe. En tout cas, ce soir, nous allons découvrir. Oui. Est-ce que c'est un secteur d'avenir? En tout cas, merci d'être avec nous. Pas de souci, merci à vous de m'avoir invité. Et je suis heureuse parce qu'à tes côtés, nous avons un jeune qui t'accompagne. Oui, un champion. Un champion, comme tu l'appelles. Alors, comment t'appelles-tu, champion? Bonsoir, moi c'est Mathis Lange. Mathis Lange, et dis-nous quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Tu as 16 ans. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? C'est une question piège. Le sujet du marché commercial? Ben oui, le marché de l'emploi en Guadeloupe. Oui, pourquoi pas, je vais apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses, mais tu vas également nous dire ton avis. C'est la nouvelle génération, la future génération qui sera bientôt sur le marché de l'emploi. Donc, on aura au cœur aussi d'avoir ton retour.
À nos côtés, comme chaque mardi soir, l'homme David, le parolier, Eros, tout noir au sol. Belle, bonsoir le parolier. Comment vas-tu? Merci d'être avec nous ce soir. Ou en forme? Ouais, ça va. En cas de bonsoir. On va bien belle. Ah, merci. Petit genre malade là, mais ça va. Donc, on est là, on est debout. un gros coucou en belle beau pour la bablateuse. Qui pas là, nous soit là, malheureusement. Mais nous avons beau fort. Et vers l'amour, on n'a pas oublié frérot moi qui fait mais. On n'a pas oublié O'Neill, Noël Daufour, on n'a pas oublié Lilo, Didier Laurent. Et vers nous envoyer en force pour famille. Et vers pas oublier aussi pour les gens qui sont les réseaux que le 30, il y a en bois et manger. Pour payer, pour rassembler voilà, l'argent. Hein. C'est ça, pour la famille en force. Après qu'il y a l'argent, un soutien aussi, un soutien moral, présence, parce que c'est important. Et vers un week-end là aussi, au Moule, et vers l'association Adrépanocytose. Parce que combat là difficile pour les gens qui sont drépanocytés en Guadeloupe, comme pour les gens qui atteignent toutes sortes de pathologies. Donc, qui rare en plus. Ouais, en Lola Moubayo. Tous les gens qui ont traversé des crises, qui ont traversé des moments difficiles. Et bien pour tous les gens qui font la joie, qui regardent nous aussi au sol, nous avons force baillot vers l'amour, les gens qui sont à l'hôpital, tous les gens qui sont malades. Tout partout, là, Zoé, c'est Canal 10, il y a qui l'amour. Il y a qui l'amour, il y a qui l'amour. Voilà, c'est dit. Encore une fois, bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent, qui se joignent à nous ce soir. Zo Jaconette, Prantiban là, Cisé, nous sommes entre nous. On ne peut pas parler de réalité d'opportunité du marché du travail sans parler des 20% de chômage dans les départements d'outre-mer. Des analyses récentes qui exposent parfois les facteurs et nos invités sur le plateau, ok, dis-moi si vous êtes d'accord. Et puis ça, un excès d'offres de travail, une insuffisance de la demande de travail, parfois des explications socio-démographiques, appariement entre offre et demande qui met en évidence parfois une inadaptation du système de formation, une petite économie insulaire dépendante d'une rente extérieure qui peut bloquer le développement de notre écosystème. En tout cas, ce sont des facteurs qui sont annoncés lorsqu'on parle de taux de chômage. La réalité de notre territoire est autre par moment. Est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre l'offre et la demande? C'est un sujet qui, on l'a dit déjà sur le Facebook, qui fâche. Ok, dis-moi pourquoi il a fâché. Ça vous fait rire sur le plateau, mais on m'a dit ça. C'est un sujet qui fâche. En tout cas, ce sont les analyses. Les formations parfois voulues ou faites par les jeunes sont-elles adaptées aux exigences du terrain? Il y a de côté ce que veulent les jeunes. On a un jeune avec nous sur le plateau qui dit nous qu'il a pensé déjà de ça. Ce que veulent les jeunes, et de l'autre côté, ce qui est disponible aussi sur le marché. Les exigences du terrain les obligent parfois même à accepter les offres qui existent. En tout cas, pourquoi tant de chômage dans les départements? Quelles sont les spécificités de notre marché? Est-ce qu'aujourd'hui, le système éducatif, les formations qui sont proposées sont adaptées à nos spécificités? Quels sont les secteurs finalement qui vont recruter d'ici quelques années? Et est-ce que nos jeunes, la génération que l'on prépare là actuellement à entrer sur le marché du travail, est-ce qu'elle est finalement bien préparée? Sylvia. J'ai senti que je allais commencer par moi. Et pourtant, je me disais que le sujet était tout trouvé. On va commencer par toi. Oui, parce que tu es quand même pionnière. Tu es pionnière dans ton domaine. Je le disais, tu n'as pas... tu t'es lancé, tu as voulu te lancer, pourtant dans un secteur qui, on va dire, qui est méconnu, c'est ça, tourisme industriel, exactement. Qu'est-ce qui a motivé, toi qui est déjà sur le marché de l'emploi, qui a créé ton propre business, qu'est-ce qui a motivé ce cheminement?
Alors, je pense que je suis tombée dans l'entrepreneuriat par hasard, en fait, très, très concrètement, parce que ce n'était pas le chemin vers lequel je me destinais, puisque moi, à l'origine, j'avais envie d'être professeur d'anglais à l'origine, puis professeur des écoles. Et c'est des opportunités. Et je pense que si ce soir, dans tout ce que je vais dire, parce que je parle un peu beaucoup parfois, donc si dans tout ce que je vais dire, il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités que la vie met sur notre chemin. Et quand on est jeune, on est amené parfois à faire des stages ou à se retrouver dans des entreprises où on ne voulait pas forcément aller. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée dans une entreprise où je ne voulais pas spécifiquement aller au départ, à la centrale géothermique de Bouillante. Désolée au directeur s'il m'entend, mais bon, entre-temps, ça a bien changé. Mais c'était il y a plus de 10 ans déjà. Ça ne me rajeunit pas tout ça. On va pas dire ton âge. Non, je ne dirais pas. Mais en tout cas, il y a un peu plus de 10 ans, je me suis retrouvée à être recrutée par cette entreprise pour un master en communication en 2e année, en contrat de professionnalisation. Donc l'opportunité m'a été donnée de travailler avec cette entreprise, c'est une grande entreprise, mais ce n'était pas spécifiquement le secteur qui m'intéressait. L'industrie, je ne connaissais pas du tout. En plus, à l'origine, je suis très littéraire. Donc, donc pas du tout un parcours qui te prédestiné pas du tout à y travailler. J'ai un bac L, j'ai fait une prépa littéraire à Gerville. Moi, j'ai fait des études d'anglais. Donc, je suis très littéraire. Et je me retrouve en master communication dans cette entreprise industrielle où, en tant que responsable communication, on me demande de gérer la communication interne-externe. Bon, ça va, c'est ma formation de base, mais aussi à réaliser les visites du site. Et pour réaliser les visites du site, faut expliquer. Et il faut donc connaître comment on produit de l'électricité avec de la vapeur, comment fonctionnent des machines. Et je me dis, mais waouh, comment je vais faire ça? Et en fait, c'est là qu'on se découvre des ressources où, face à certaines difficultés, je veux dire, on se retrouve des ressources qu'on n'avait pas soupçonnées. Et je me suis rendu compte que le défaut que j'avais d'être très curieuse, c'était une qualité. Finalement, c'était une qualité. C'est ça. Et donc, j'étais très curieuse et j'ai une très grande capacité d'assimilation, on va dire. Et donc, dès que j'échange avec quelqu'un sur un sujet, ça me passionne, je me renseigne dessus. Et après, demain, je t'en parle comme si c'est moi-même qui ai fait le sujet. Et ça a nourri c'est ce qui a nourri, en tout cas, c'était les prémices de l'idée de travailler dans ce secteur. Oui. Parce que véritablement, quand j'ai fait ma première visite d'entreprise, je m'en rappelle encore, parce que c'était 3 jours après mon embauche, on m'a dit, bon voilà, il y a des ministres qui arrivent, anglophones. Tu nous as dit que tu as un doc d'anglais, donc tu vas gérer. Et il faut leur présenter la centrale. 3 jours après mon embauche, je te dis, j'ai un bac littéraire, donc moi, la transformation de l'électricité, tout ça, je viens d'arriver. Donc en 3 jours, j'ai dû manger des tonnes d'informations. Et puis j'ai fait ma première visite 3 jours plus tard. Bon, j'ai aussi beaucoup discuté avec les personnes qui travaillent à la centrale, donc ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Et en ce sens, je trouve qu'on a, en Guadeloupe en tout cas, puisque j'ai plus d'expérience sur le marché du travail en Guadeloupe, et je pense que c'est l'avantage d'être sur une île et d'être dans un petit cocon, c'est que les gens sont quand même très solidaires. Donc j'ai pas eu de... Ah, mine de rien, hein, oui, parce que j'aurais très bien pu avoir des collaborateurs qui me disent non, mais j'ai pas le temps de t'expliquer ou quoi. En 3 jours, ils se sont tous mobilisés, que du directeur jusqu'à l'assistante de direction, pour pouvoir me raconter des anecdotes, m'expliquer comment ça fonctionne, m'emmener sur le site, me dire voilà, ça fonctionne comme ci, comme ça, me donner des schémas. Et 3 jours plus tard, j'ai fait ma visite à des ministres de la Dominique ou de différentes îles de la Caraïbe. Et ça s'est super bien passé. Et je me suis dit, waouh, j'adore ça. Idée. Et voilà. Et 10 ans plus tard, je fais toujours de la visite d'entreprise. Et j'ai trouvé que c'est une activité, mais encore aujourd'hui, ça me passionne. Ça me réveille le matin. Je travaille beaucoup. Parce que les visites d'entreprise, tu les fais surtout quand les gens sont disponibles, c'est-à-dire le dimanche, les jours fériés. Donc, je travaille du lundi au dimanche. Mais je me réveille tous les matins en me disant c'est génial, je vais transmettre quelque chose à quelqu'un, et ça n'a absolument pas de prix, quoi. D'arriver, d'apporter une information à quelqu'un qu'il ne connaissait pas et de voir la personne repartir, ou de voir des enfants qui ont la petite étincelle qui s'éclaire au moment où tu leur expliques un truc et qu'ils ont compris. Waouh, ça me fait me sentir, mais... à ta place. Ouais, je me dis je suis utile, quoi. J'ai trouvé ma mission de vie et ça n'a pas de prix. Tu n'as jamais voulu être salarié et travailler oui, alors normalement? Il faut dire que dans nos sociétés, qu'on soit honnête, on nous oriente beaucoup petits à être fonctionnaires, beaucoup. Ouais. C'est la réalité. Et pourtant, c'est bizarre parce que mes parents sont entrepreneurs. Donc, je les ai toujours connus être entrepreneurs. Ils avaient un restaurant. Mais ils m'ont pas... j'avais pas conscience qu'ils étaient entrepreneurs. Je pense qu'en fait, j'ai vraiment ce sentiment qu'en Guadeloupe,
On a, aux Antilles, certainement plus largement, on a une terre d'entrepreneurs, mais incroyable. Nos grands-mères font des confitures, elles vendent des pistaches, Exactement. elles font du coco râpé, etc. Donc elles sont chefs d'entreprise, mais c'est juste qu'on ne leur a jamais valorisé cette aptitude-là. Même le terme aussi peut-être entrepreneur, entrepreneuriat, c'était pas forcément aussi connu, vulgarisé que maintenant. D'ailleurs, ça me fait rebondir puisque récemment sur Instagram, je suis tombée sur une petite vidéo où on posait des questions, personnalité publique, on faisait, tu l'as vu aussi, personnalité publique, sport de haut niveau, enfin voilà. Et lorsqu'on est arrivé, le mois de là, de citer un entrepreneur, il n'y avait plus personne, peut-être 2 ou 3 qui allaient vraiment chercher des entreprises très connues. Et je me suis dit, mais on a tous un entrepreneur autour de nous. Une tati, un tonton, enfin... Exactement. Donc la question peut-être est de savoir, est-ce que nous savent qui est entrepreneur finalement? Et l'exemple que tu donnes là, c'est très bien. C'est plutôt, est-ce qu'on sait valoriser nos entreprises? Oui, aussi. Parce que oui, on sait que c'est un entrepreneur, mais on se dit, c'est un petit truc. Et je parle beaucoup avec des amis à moi et j'essaie de beaucoup travailler ça dans mon propre langage, d'arrêter de dire petit, j'ai fait un petit projet, on aime trop dire ça, je fais un petit truc. On ne fait pas des petits trucs, on fait des choses extraordinaires. Il faut qu'on se le dise, qu'on se valorise et je pense que l'entrepreneuriat, ça apprend ça. Ça apprend que tout ce qu'on fait, ça a un impact, même si ça nous paraît pas extraordinaire pour nous, mais ça l'est en fait, puisqu'on s'est réveillé le matin et on a apporté de la valeur à quelqu'un, au territoire, peu importe. Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se valoriser nous-mêmes et à valoriser les gens autour de nous, à valoriser notre tonton qui est maçon et qui, en fait, se réveille tous les matins et c'est sa boîte ou sa mamie qui vend des gâteaux au bord de la route parce que c'est pas juste vendre des gâteaux, en fait. C'est créer une entreprise, c'est toutes les galères qui vont avec derrière. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis tombée dedans alors que mes parents l'étaient, mais ils m'avaient pas transmis conscience forcément. De manière consciente. En tout cas, ils m'avaient pas dit, voilà, on est en chef d'entreprise. Ils avaient un restaurant, quoi. Et puis, pour moi... je ne me posais pas plus la question. Donc, je voulais être fonctionnaire. Je voulais être salarié, je voulais être professeur. Je ne rêvais pas d'être entrepreneur, de créer ma boîte. Ça ne m'est jamais... arrivé. Aujourd'hui, aucun regret. Si tu avais on a un jeune sur le plateau, est-ce que naturellement, tu recommandes cette voie de l'entrepreneuriat ou... non, pas du tout. Restes... Parce que ça reste une voie qui est difficile et puis je pense que ce n'est pas faite pour tout le monde. Mais je pense que c'est important de tester des choses. Donc, je ne dirais pas à quelqu'un de ne pas y aller. Mais je ne vendrais pas du rêve non plus parce qu'au début, moi, je pensais que être entrepreneur, c'est la liberté. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu ne te réveilles pas si tu ne veux pas te réveiller. C'est tellement faux. Mais qui nous a vendu ce rêve? Tu rigoles, c'est parce que tu vois de quoi je parle. Hein. Caroline, mais justement, Caroline, hein, ou Carissa Sylvia Kadi. Alors, mais toi, on peut dire aussi que tu entreprends? Complètement. Tu entreprends. Aujourd'hui. Tu as un parcours similaire à celui de Sylvia. Dès le départ, tu déjà savais que tu allais entreprendre ou pas du tout? Hein? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Alors, à l'instar de Sylvia, j'ai aussi des parents qui sont entrepreneurs, mais pour le coup, moi, je suis partie sur du juridique. Donc, je me suis dit, bon, il y a la fac ici, je peux tout faire ici, c'est très bien, ça me plaît bien. Bon, j'ai fait la première année, ça a fonctionné, je me suis dit, ok, on fait toutes les années. Finalement, j'ai fait le master, donc très bien, j'ai fait tout ça à Fouilleul, n'est-ce pas? Et puis, entre-temps, j'ai fait une première structure. J'ai été en cabinet d'avocat, et si tu veux, quand tu es juriste, tu as une espèce de gratte-papier, tu vois. Tu es là et puis tu n'as pas d'interaction avec les gens. Donc, ça a été rapidement une problématique pour moi de ne pas avoir ce relationnel avec l'humain, tu sais, le contact avec les gens comme ça, c'était très compliqué pour moi. Ensuite, je me suis dit, je pars en entreprise. Je suis partie en entreprise, j'ai intégré un premier groupe où j'étais juriste groupe. Donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, très sympa, gros salaire, confort, machin, c'était bien. Sauf que pire qu'un travail, pied doigt en mal. Et je me dis, mais attends, il y a un truc qui cloche. Donc, il y a eu, tu vois, des épisodes très compliqués où tu n'es pas aligné, où tu ne prends pas plaisir le matin à te lever. C'est exactement ce qu'elle est en train de dire. Tu ne prends pas plaisir le matin à te lever et tu traînes des pieds, littéralement, pour aller travailler. Et tu développes des trucs. On coupe ses doigts, on coupe ses reins, on touche l'oignon. Il y a toujours un truc, tu vois. Voilà. Le corps s'exprime. Et tu es dans une histoire de psychosomatisation où tu ne comprends pas, tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie d'y aller. Voilà. Je change de boîte, je me dis, bon, peut-être que, tu vois, je change de boîte, je vais dans une autre boîte. Et là, je me retrouve dans un truc où j'ai 2 casquettes qui sont un peu compliquées. Tu as le juridique, un peu la partie RH, donc toujours des super structures. Hein. Ça, j'ai pas de souci à ce niveau, tu vois. Mais
c'est pas aligné avec ce que je suis. Tu vois, j'ai encore le côté où je me sens un peu cul entre deux chaises comme ça et je suis pas à l'aise, tu vois, il manque un truc. Et puis bon, avant le Covid, je me dis, mon cher, on nous laisse ça tomber. Je m'en vais. Donc, il y a une Tu n'as sortie. jamais eu cette crainte finalement de changer, Bien sûr. Mais bien sûr, sauf que de te si tu réorienter? veux, la partie entrepreneuriat est arrivée bêtement, un peu comme elle, dans le sens où j'ai créé des structures, j'ai aidé des copains, donc il y a la fameuse phrase, toi qui fais un peu de droit, est-ce que tu peux m'aider? On a monté des structures avec 0 €, les gars ont ouvert leur business, c'était super. Et un jour, mon compagnon actuel me dit, mais attends, tu fais ça pour les gens? Tu fais ça Ben, gratuitement? un ouvre en société, ben ça, Ah. tu vois. Et donc, du coup, ne voilà-t-il pas que du jour au lendemain, je switch et donc je crée une structure. Un peu comme ça, tu vois, le truc sorti nulle part. Et je me dis, mon cher, ça est fait belle. Je vais tester parce que je ne veux pas avoir le regret de me dire, non, je ne l'ai pas fait. Pour que dans 10 ans, je me dise, ah ouais, ça aurait pu être moi. Et de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est le truc, je trouve, le plus horrible, c'est de ne pas tester les choses. Donc oui, l'entrepreneuriat est difficile. Je ne vais pas te dire le contraire. Oui, l'entrepreneuriat se fait dans la maîtrise des risques. C'est ce que je dis à mes apprenants tout le temps. Donc dans le cadre de la formation à la création d'entreprise via le campus digital, je leur dis tout le temps, on fait les choses dans la maîtrise des risques. On fait des études de marché, on fait des business plans. C'est pas pour rien. C'est pas pour faire joli, hein. Ça, j'arrête pour faire. Donc, c'est pas pour faire joli. C'est juste pour ne pas se tromper. Pour faire le bon choix et se poser la question, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi? Finalement. Est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que j'ai les outils? Et surtout, est-ce que je vais passer les 3 ans? Parce que par mois, on est à 330 créations d'entreprises mensuelles dans le pays. Donc, ça en fait du monde. Mais qui va passer les 3 ans? OK? Ça, c'est notre Donc, réalité. tu vois, donc voilà, donc du coup, l'intérêt, c'est vraiment de se préparer. Et je ne te dirais pas effectivement que l'entrepreneuriat est fait pour tous, mais je pense qu'il faut essayer. Surtout qu'à l'instar de ce que tu disais tout à l'heure, on est dans une île où on a la possibilité de faire tellement de choses. On a tellement d'idées, on développe déjà tellement de choses sans se rendre compte et sans professionnaliser ces choses-là, sans les commercialiser, que ce serait vraiment dommage de passer à côté de autant d'opportunités, autant de moyens de mettre en valeur le pays, tu vois, ce serait vraiment dommage. Donc oui, effectivement, dans le cadre de mon job, j'ai la chance d'accompagner des personnes qui sont force de proposition, qui ont des idées juste incroyables. Donc c'est mon job et elle fait visiter, elle est heureuse de voir ça. Moi, mon plaisir suprême, c'est rentrer dans un business sur lequel on n'avait rien au départ. Les gens sont arrivés avec eux, leur Avec trip, une idée aussi et parfois. une idée, Ouais. point. Et derrière, on a tout composé. Et tu vois, ça, c'est une sortie. C'est apporter quelque chose au pays aussi. C'est pas la seule manière, clairement. Parce que justement, est-ce que les offres, on va donner la parole, est-ce que l'entrepreneuriat, finalement, est une réponse aussi, parce qu'on l'a dit en introduction, au chômage, à la difficulté pour certaines personnes de trouver un emploi. Est-ce que c'est une réponse? Sincèrement, oui, c'est une réponse. Quand tu as quelqu'un qui a dû partir pour faire ses études, qui est dans un 20 mètres carrés à Paris, qui a envie de rentrer chez lui pour apporter son expérience, qu'il a du mal à trouver un emploi parce que, premièrement, les montants qui sont proposés, on en parlait il y a quelques minutes, les montants qui sont proposés par rapport au niveau d'études de ces personnes ne correspondent pas du tout. Tu tombes sur un système d'offres d'emploi qui est un peu opaque, où le truc est fait un peu en bas-feuille, tu vois. C'est un tel qui connaît un tel. Ou alors c'est un cabinet qui chasse des gens. Tu sais pas, il y a des offres, tu sais pas d'où elles sortent, à quel moment elles sont sorties, à quel moment le truc est tombé. Et toi, tu es dans ton 20 mètres carrés à Paris et tu veux rentrer. Comment tu fais? Donc finalement, tu reviens, donc tu rentres au pays, d'accord? Il y a plein d'amis, du coup, entrepreneurs qui sont sur ce secteur-là, où ils aident les personnes à revenir au pays et ils les aident soit à partir, à retrouver de l'emploi, parce que faire 10 ans à Paris et revenir, il pas molle, ok? Et du coup, de l'autre côté, ils les aident aussi dans la partie création d'entreprise. Mais dans tous les cas, on est toujours dans une forme d'accompagnement. Et dans tous les cas, ça reste une réponse à une nécessité aujourd'hui qui est celle de devoir créer son emploi. Manuel Ornem, tu l'as entendu, hein, on est déjà rentré dans le vif du sujet. Toi, tu as monté Kawikera eSport. Oui. C'est ça. C'était quoi ton ambition, ta vision quand tu as monté Kawikera eSport? Tu t'es dit, j'ai une passion, je vais en faire un métier. Tu t'es dit, bon, je ne retrouve pas sur le marché de l'emploi ce qu'il me faut, donc je vais le créer. Comment ça se passe? Du coup, un peu comme toutes les deux. Donc, ça lui donnera raison parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Guadeloupe. J'ai des parents, mes parents qui ont entrepris
qui ont fait une société tout simplement. Donc j'avais aussi ce goût d'entreprendre quand j'étais plus jeune. D'accord. Donc, Donc, très jeune, tu te baignais en fait finalement dans cet Oui. environnement d'entrepreneuriat. Oui, totalement, parce que Ça pendant les vacances, donc moi je pouvais pas forcément avoir des vacances comme tout le monde. Je devais venir travailler à la société comme tout le monde. Je devais travailler avec tout le monde, faire le métier plutôt l'entreprise que mon père avait montée, parce que c'est quelqu'un qui veut pouvoir transmettre à ses enfants pour que plus tard nous on puisse entreprendre ou reprendre sa société. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc du coup, souvent, on avait cette relation avec à la maison. On doit aller travailler pendant les vacances pour Les aider mon valeurs père. du travail, c'est Et ça? voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça m'a, on va dire, donné ce goût d'entreprendre assez souvent. Du coup, durant mes études où j'ai fait du droit aussi à Fouillol, ben, du coup, j'ai fait de la photo et de la vidéo. C'est-à-dire que j'avais mis un peu de sous de côté grâce au travail que je faisais avec mon père, du coup, pendant les vacances. Et j'avais le choix entre m'acheter des vêtements, sortir ou acheter un outil qui me permettrait de faire un peu de sous. Donc j'ai décidé d'utiliser mes économies pour acheter un appareil photo. Ah, déjà, Et investissement. commencer à faire des photos, des vidéos, ce genre de choses. Ça n'a pas marché du tout. Enfin, j'ai fait un peu de choses, mais rien de très significatif. Mais surtout, ça m'a fait plaisir en fait, de faire des choses par moi-même, de contacter des gens, de voir qu'ils ont un besoin et que je peux leur rendre un service, et surtout de gagner de l'argent par rapport à ça. Quand c'était le cas. Et pour Carré Sport, c'était autre chose, c'est-à-dire que actuellement, je suis rentré un peu plus dans la société de mon père, du coup, donc je travaille avec lui à temps plein, mais j'avais quelque chose que j'avais envie de faire à côté. Je sais pas, c'est parce que j'avais l'habitude, mais j'avais toujours envie de faire quelque chose à côté, et sur la fin de mes études, juste avant d'arrêter, je me suis dit que j'aime beaucoup les jeux vidéo, et j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Et surtout, il y a ce sentiment où on apprend ce que c'est la fuite des cerveaux, le fait que beaucoup de jeunes partent étudier Ils ne reviennent pas, et ils ne ne reviennent pas forcément. Mhm. Mais je me rendais compte que sur les jeux vidéo, paradoxalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le monde, il y a des serveurs. Il y a le serveur européen, le serveur américain, le serveur Amérique du Sud, le serveur Océanie. Et pourtant, nous, on est à côté des États-Unis et on ne joue qu'avec des gens en France. Alors qu'il y a des gens à côté de moi qui peut-être jouent au même jeu que moi, au même moment que moi, mais je ne le sais pas du tout. Et je trouvais ça dommage, et donc du coup je me suis dit ce serait intéressant de savoir qui joue en Guadeloupe au même jeu que moi en fait. Okay. Puisque j'avais tendance à jouer avec des gens en France, donc souvent il y avait le décalage horaire, c'était embêtant. J'étais là, c'est pas facile, en plus il y a une certaine latence, c'est comme quand on s'appelle au téléphone, nous on entend, mais en fait la personne elle a dit la chose un peu avant et on entend un peu après. Comme la personne est loin, c'est pareil dans les jeux vidéo. Okay. Entre le moment où on clique et le moment où le personnage fait ce qu'on veut, il y a un certain temps, tandis que ceux en France, étant donné qu'ils sont en France et qui jouent sous des serveurs en France, ils n'ont pas ce temps d'attente. Mais nous, on l'a. Et souvent, c'est souvent comme ça, on est souvent tourné vers l'Europe, alors qu'en fait, il suffit de regarder derrière nous, littéralement, et il y a un serveur américain qui n'a pas ce problème. Alors oui, c'est en anglais, c'est pas grave, ça peut apprendre à parler anglais, mais au moins, on n'a pas ce problème, on est beaucoup mieux, il n'y a pas de décalage horaire, même s'ils parlent anglais, ce sont des êtres humains comme nous, donc du coup, ils jouent au même jeu que nous. Et le plus important, c'est qu'entre amis en Guadeloupe, on peut jouer sans problème, en fait. Donc ça crée des fois cette image un peu bizarre où, certaines fois, on pouvait jouer sur le serveur européen avec quelqu'un à côté de chez nous, mais on envoyait une information jusqu'en France pour qu'elle nous revienne en Guadeloupe, alors que la personne, elle est à 2 pas de chez nous, en fait. Alors qu'avec le serveur américain, c'est mieux. Et c'est le sentiment que j'ai eu, en fait. Et grâce à Carré Sport, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui, en Guadeloupe, jouent au même jeu que moi, jouent au même jeu que lui, et qui peuvent se rencontrer grâce à ça, en fait. Tout comme nous, on rencontre des gens en France grâce à ça. Il y a aussi mon master qui m'a beaucoup aidé, puisque peut-être comme pour toi, c'était tourné sur la Caraïbe, et ça nous a permis de prendre conscience qu'on est français, oui, mais on est avant tout dans le territoire caribéen. Il y a beaucoup d'îles dans la Caraïbe. On est 44 millions. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup de personnes. On oublie souvent ce marché. Hein. Ouais, on oublie ou on veut nous le faire oublier. C'est ça. C'est vraiment énormément de monde. Si on prend ne serait-ce que la Guadeloupe et la Martinique, on est environ 800 000. Ça fait beaucoup de personnes. Et du coup, ça fait des possibilités infinies. La Guadeloupe et la Martinique, c'est quoi en bateau? C'est 4 heures, je crois. En avion, c'est 20 minutes. C'est rien. Vraiment, il y a des endroits en France, ça prend plus de temps, littéralement, pour y aller. Donc, du coup, c'est vraiment un marché qu'on peut développer. C'est rien, mais ça coûte plus cher. Voilà. C'est ça. Ça coûte plus cher, malheureusement. Sujet de la Ah ben oui, c'est vrai. Parce qu'on dit on est proche, mais finalement... on est proche, mais on a des bâtons dans les roues. Il y a quand même des difficultés. Beaucoup de difficultés.
Mais heureusement pour nous, on est en 2023, il y a eu le Covid et ça a eu le mérite de nous montrer qu'on peut faire les choses à distance. Exactement. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, même si on habite très loin. Nous, on avait un membre qui était au Japon, on fonctionnait avec lui. On a un membre qui était en Guyane, un autre en Réunion, beaucoup en Martinique et beaucoup en Guadeloupe. Et pourtant, Carré Carré Sport, donc K2, parce que c'est un peu long, donc K2 existe, fonctionne et crée des champions. Et aujourd'hui, quel est l'objectif de K2? C'est de développer l'e-sport dans la Oui. Caraïbe à travers Oui. l'organisation d'événements en lien avec le sport électronique, c'est ça? C'est ça. Durant mes études, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est la fuite des cerveaux. Je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de jeunes partent et ne reviennent pas. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis et ne sont pas forcément revenus. Et donc, je me suis dit que je ne peux pas endiguer la fuite des cerveaux, mais je peux aider. Et je sais que si on veut faire de l'e-sport, forcément, on va partir. Donc, si en faisant K2, je peux aider les gens à rester un peu plus longtemps ou à se dire, je peux partir, apprendre et revenir, ben, j'aimerais bien le faire avec quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire les jeux vidéo. Donc le but, c'est de développer l'e-sport ici, montrer à des jeunes qu'ils peuvent faire des métiers dans l'e-sport, donc pas forcément en étant joueur. Il y a tout plein de métiers qui gravitent autour. Et c'est un métier d'avenir, c'est un métier même, on va dire, présent. Comme je disais, c'est une réalité en Europe, aux États-Unis et encore plus en Asie. Et c'est quelque chose qu'on peut développer chez nous aussi. Il n'y a aucune raison que parce qu'on soit une île ou autre, qu'on ne puisse pas le faire littéralement ici en fait. Il y a Alors, rien je ne qui- connaissais pas du tout l'e-sport, vous allez me dire si vous connaissez. J'ai découvert que c'était quand même un marché mondial de l'e-sport estimé à 2 millions d'euros en 2022. Que la France se positionne sur le marché avec un chiffre d'affaires encourageant estimé à 50 millions d'euros en 2019 et que les investissements sur le secteur sont en perpétuelle augmentation, passant de 5 millions en 2017 à 29 millions en 2019. Comment tu as su que c'est un secteur d'avenir, au-delà de la passion que tu exprimes et ce besoin de vouloir réunir les compétiteurs? Parce qu'on aime jouer. Tout le monde Parce qu'on aime jouer, donc il y a de l'argent dedans? Non, c'est juste on aime jouer. On a toujours aimé jouer. Et il y a encore quelque chose qui vient de le démontrer. Il y a un film sur Mario qui fait partie des pionniers dans le monde du jeu vidéo. Ils en ont fait un film, ça a été un succès parce que ça parle à tout le monde. Parce que dès le début du jeu vidéo au XXe siècle, donc peut-être dans les années 60, 70, je dirais, on s'est rendu compte que ça marche. Et surtout, c'est logique parce qu'on a toujours aimé jouer. Les jeux de société, même les animaux entre eux qui jouent pour apprendre à chasser. Nous, on a toujours joué quand on est bébé, on aime jouer quand on est petit, quand on est grand, etc. Donc du coup, forcément, quand plus tard, on invente des manières de jouer plus, on va dire, interactives et qui peuvent permettre aux gens Élaboré, ouais. de se connecter entre eux malgré leur distance, forcément, ça va marcher. Surtout que nous, on a créé K2 en 2019. L'e-sport était déjà un secteur d'avenir depuis 2012-2015. Donc du coup, c'est quelque chose qui n'était plus approuvé pour les gens qui sont au courant. Mais c'est vrai en que comme Guadeloupe, très méconnu. très très méconnu en Guadeloupe. Très méconnu et encore mal vu, puisqu'on confond souvent e-sport et addiction Ben oui, c'est ça. à tort. Et Mhm. c'est quelque chose dont il faut parler aussi pour éduquer, pour le coup, autant les parents que les enfants, parce qu'effectivement, ça crée des dérives comme tout. Ça crée des choses pas forcément bonnes pour le corps humain, pour la santé mentale, etc. Et c'est quelque chose qui doit être encadré. Donc pour ceux qui sont dans le secteur, ils l'encadrent, parce que c'est très important. Et pour ceux qui ne le sont pas, certaines fois, il y a des dérives. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de K2. C'est ça, totalement. C'est un peu comme le foot, où si on n'est pas encadré, on va aller un peu partout, on va pas y arriver. Et les meilleurs joueurs, ou même ceux qui prétendent être les meilleurs, sont très encadrés, parce qu'il y a une façon de s'entraîner, il y a un temps d'entraînement, il y a des exercices à faire, il y a des temps de pause, des temps de réflexion, c'est un tout. Le sport et l'e-sport, comme son nom l'indique, c'est sport électronique, et c'est aussi un tout. Si c'est un sport, ça veut dire performance. Qui dit performance intellectuelle, physique et morale, pour arriver au meilleur niveau qu'on puisse donner aux gens. Donc, Alors, côté de toi, nous avons un jeune champion. Rappelle-moi ton prénom. Mathis, Mathis. Alors, Mathis, qu'est-ce qui te plaît dans l'e-sport? comme on dit, hein, les jeux vidéo, c'est la passion, les récompenses, il y a tout ça aussi. Hein. Et est-ce que tu te dis déjà, bon ben, je vais évoluer dans ce secteur et pourquoi pas en faire mon métier demain? Ben là, je fais tout pour évoluer dans le secteur, il faut que ce soit mon métier, je fais tout pour y arriver. Hein. Parce que là, j'ai déjà vu qu'il n'y a pas encore de Guadeloupéens qui sont pros, on va dire. Donc, je vais essayer d'être le premier. Tu veux être pro, d'accord? Et tes parents, quels sont... est-ce qu'ils t'encouragent? Est-ce qu'ils sont un petit peu réticents? Comment ils voient cette voie que tu entreprends aujourd'hui? Non, mes parents, franchement,
On va pas dire qu'ils sont à fond, mais ils sont beaucoup avec moi, sachant que je fais aussi du foot. Ils m'aident beaucoup dans les deux. Tu disais que finalement, c'est pas que les joueurs, il y a d'autres Oui. métiers qu'on ne connaît pas. Quels C'est sont, ça. donne-moi des exemples de métiers pour les gens qui ont écouté là, je dis bon ben être joueur, oui, mais tout le monde ne peut pas finalement être joueur. Hein, c'est pas tout le monde qui aime ça. Quels sont les autres métiers? Il y a chroniqueur, on a la manière des Ross ici présent. Il y a. Chroniqueur d'e-sport, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Oui, oui. Il y a commentateur aussi. Attends. Je crois qu'il faudra qu'on parle parce que là, je pense qu'on paye là. C'est pas chroniqueur bénévole. Non. Ouais, d'accord. Il y a aussi présentateur comme au foot, les commentateurs qui commentent le match, qui parlent de ce qui se passe, etc. Ok. Il y a tout le staff, donc il y a les coachs, il y a les analystes. Il y a aussi tout ce qui est le métier de la communication, le métier de la traduction aussi, puisque c'est forcément l'e-sport, c'est quelque chose qui confronte plusieurs langues. Donc du coup, il y a cette partie-là à prendre en compte. Mhm. Et puis il y a tout ce qui structure une société classique, hein, c'est-à-dire comptable, gérant, gestion, manager, équipementier, etc., etc. Technicien, tout ça. Il y a vraiment tous les métiers qu'on connaît qui peuvent s'appliquer à l'e-sport. La différence, c'est que les gens ne pensent pas que le jeu vidéo peut être Peut organisé générer ce type C'est ça. d'activité. alors qu'il y a tout plein de métiers qui gravitent autour et qui continuent de graviter autour. Et des nouveaux métiers qui se créent, comme les streamers. C'est des personnes qui se filment en train de jouer. Souvent, au début, ça a été très mal vu, parce qu'on se dit qu'ils ne font que se filmer en train de jouer. Mais au final, ce sont des animateurs qui doivent, pendant un temps assez long, intéresser des gens pour qu'ils restent à les regarder jouer, tout simplement. Donc, c'est quand même assez dur de captiver quelqu'un qui vous regarde en train de jouer. Mais c'est aussi un métier, maintenant. Il y a des gens qui gagnent leur vie par rapport à ça. Donc, du coup, ça rentre sur le marché de l'emploi comme un autre. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on en a beaucoup qui ne sont pas connus. Mais on en a beaucoup qui font ça. Il y en a certains qui arrivent un peu à en vivre. Mais ce que j'allais dire finalement, est-ce qu'on arrive à en vivre? En Guadeloupe, pas encore. Mais ce qui est bien, c'est que pour le coup, souvent, on parle des femmes. Et je pense que, enfin, l'antillaise, en tout cas, qui est la plus suivie dans ce secteur d'activité, c'est une femme. Et elle n'est pas assez connue à mon goût, mais elle fait de très bon travail. Il y en a beaucoup. Et elle est très intéressante, elle anime très très bien. Et c'est des choses qu'on devrait valoriser pour le coup. Parce que c'est un métier comme un autre. Mais c'est ça, tu vois, même si Elle Faut nous dire s'appelle, c'est qui, ça nous il y en a intéresse. plusieurs. Il y en a une qui s'appelle Saphir sur les réseaux. Il y en a une autre qui s'appelle Black Witch. Il y a Lady Luna aussi. Il y en a beaucoup. On a énormément de femmes qui font ça, contrairement aux hommes, et qui sont très très suivies pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne trentaine, quarantaine de personnes qui les regardent 3 à 4 fois par semaine régulièrement. Ah ouais, quand même. Et du coup, il y a des dons, ça leur permet pas forcément d'en vivre, mais ça leur permet de continuer et de les motiver surtout, parce que c'est un métier très très dur, comme un métier d'artiste. On n'est pas connu, on fait beaucoup de travail avant que ça finisse par payer, mais quand ça paye, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, tu encouragerais un jeune à se diriger vers cette voie? En Guadeloupe, malheureusement, il y a tout à faire. Heureusement, il n'y a pas que K2. Donc là, on parle de K2, on va parler que de K2, mais il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet, il n'y a pas que nous. Donc en Guadeloupe, c'est pas une réalité. On ne peut pas vivre de ça très clairement en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Par contre, si c'est quelqu'un qui veut vraiment en faire son métier, on peut l'encourager à partir, puisque malheureusement, encore une fois, les solutions ne se trouvent pas forcément chez nous pour l'instant, mais à revenir pour aider, puisqu'il y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Tony Parker, qui a fait son école d'e-sport, parce qu'il est conscient que c'est un secteur d'avenir et qui aide les jeunes en France à s'éduquer à faire de l'e-sport. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une université et ils en sortent diplômés, joueurs, et comme un club de foot en fait, comme une école de foot, ils peuvent être testés par d'autres équipes professionnelles, ce genre de choses. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui le font. Il y a Gérard Piqué aussi qui a fait son équipe e-sportive, qui est espagnol et qui fait de très bons résultats. Il y a aussi beaucoup de rappeurs comme Snoop Dogg qui ont fait aussi. C'est vraiment un secteur qui de plus en plus sort et les gens se rendent compte que c'est un sport comme un autre. Et ce qui le valide, c'est surtout les sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui, à la retraite, font beaucoup de choses dans l'e-sport parce qu'ils se rendent compte que c'est un métier comme le leur en fait au final. Sauf que c'est le jeu vidéo. Donc si je devais encourager un jeune, ce serait de se renseigner sur les écoles. Et donc oui, d'aller en faire ailleurs, mais de revenir surtout après, puisque je pense qu'il y a beaucoup de talent. On dit que la Guadeloupe, c'est une terre de champions, la Martinique aussi, et c'est vrai dans tous les domaines, dans l'e-sport aussi. Dans l'e-sport aussi. Alors, oui. Pour ajouter, c'est bien ce qu'il dit, parce que ça date un peu quand même, parce que ça fait un moment qu'il y en a qui en vivent en France. Et, Tu connais ça? Oui, parce qu'en fait, tu as des clubs de foot
des clubs de foot qui ont carrément, comme le PSG, qui ont carrément leurs joueurs e-sport. Oui, le PSG, l'OM, Ouais, Lyon. l'OM, tout ça, ouais. Oui, oui, Et totalement. les matchs sont aussi intenses que dans la réalité. Mhm. Et bon, sauf que là, c'est un contre un, puisque c'est des jeux vidéo. Mhm. Mais les gars gagnent bien leur vie. Oui. Il y a des jeunes, il y a des jeunes qui sont riches. Mhm. Oui, totalement. Ouais. C'est-à-dire, le joueur d'e-sport le plus riche a un immeuble à son nom. Il est en Asie, il a littéralement un gratte-ciel, un peu comme Donald Trump. Il a un immeuble à son nom. En France, il y a Ça fait des rêver, joueurs ça. qui sont... ouais. Il y a un joueur qui a 2 ans, qui s'appelle Adam, qui est passé de personne à une personnalité dans l'e-sport et qui maintenant vit très bien de ça. Il est plus jeune que moi. Et c'est vraiment une réalité dans le monde maintenant, totalement. Il y a beaucoup de gens qui y vivent, mais c'est comme le foot, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais c'est ça aussi. Et c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, beaucoup d'entraînement. C'est un métier exigeant, de la discipline, et c'est pour ça que les Asiatiques sont les meilleurs, parce qu'ils sont disciplinés. Et c'est très exigeant comme discipline. Mais oui, il y a des gens qui en vivent. Et il y a beaucoup de clubs de foot, de basket, qui ont fait leur section e-sportive. Ouais. C'est pour ça que c'est Mathis, hein? Oui, c'est Mathis. C'est pour ça qu'il faut que Mathis travaille et persévère, parce et que ses parents même aussi y croient. Parce qu'il n'y a pas de demi-rêve. Et puis surtout pas de limite. Les limites, ce sont les peurs que nous-mêmes on installe, tu vois. Est-ce que, ouais, mais si, mais en fait, il faut pas réfléchir, il faut aller franchement. Parce qu'on a la chance de par le foot même, à 11 sur le terrain, qu'il y ait des clubs qui sont déjà en collaboration avec d'autres clubs en Guadeloupe. Donc lui, il joue déjà au foot dans un club. Donc ça fait qu'il y a de la visibilité et que forcément dans le milieu de l'e-sport, que les clubs là-bas qui ont leur équipe de e-sport puissent jeter un œil ici, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que le niveau entre eux-mêmes ici, il soit assez élevé. Mais le maire du Gosier, c'est pas dans ça qu'il était aussi? Ah, je sais pas. Pour le coup, on n'a pas encore travaillé avec lui. Voilà. C'est pas un jour. Non, Mais justement, et vous qui papa, nous avons si Facebook là qui a dit nous, les jeunes qui passent des heures et des heures sur une console devraient pourquoi pas se lancer dans l'e-sport. Vous qui papa, est-ce qu'il y a des messieurs qui nous ont dit bon ben voilà, j'ai une passion, c'est les jeux électroniques, jeux vidéo et envie de lancer moi dans ça. mais c'est pas compliqué. C'est comme toute bidée. Si à partir du moment que vous venez pour dire que ouais, vous avez fait tel ou tel but, d'accord, arrivé. Mais il faut démontrer que vous pouvez faire. Parce que si c'est pour faire bon show, pour faire et c'est pas la peine. Mais non. Parce que c'est vrai, hein, parce qu'on a des petits gens qui commandent toutes sortes de butins et qui c'est genre de là, ils ont fait bicyclette, faire acheter des courses à combien l'argent, après ça, on va garer ça. Eh ben, pourquoi est-ce qu'il y a une différence avec l'autre parce que c'est un jeu vidéo? C'est même butin là. Après, toute butin, vous savez que jeu vidéo là, même gens qui les voient à bicyclette dans la rue, la voiture dangereuse, eh ben, mon cas, c'est trop longtemps dans le jeu vidéo, et puis ni butin, et qui n'en sait encore, quand t'avales ta langue là, tu as des crises épileptiques et tout comme ça, tu vois. Donc, ouais, tu vois, mais ça c'est des trucs qui font rire, mais qu'il faut gérer aussi, tu vois. Exactement. Donc, C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une différence entre jouer et s'entraîner. C'est souvent, je prends l'exemple quand moi je fais un souhait. J'aime bien ce que tu viens de dire. Il y a une différence entre jouer et s'entraîner. s'entraîner. Quelle est la différence là? Si moi, quand j'allais faire un souhait avec des amis au foot, je prétends pas battre Lionel Messi au football, je m'amuse. Tandis que Lionel Messi, quand il va pour jouer sur le terrain, il joue pas, il travaille. Il est en train de travailler. Mais c'est pareil. C'est bien pour la différence qu'il faut comprendre. C'est ça, surtout que jouer toute une journée à des jeux vidéo, c'est pas bon. Et c'est parce qu'on demande à un joueur e-sportif. On peut jouer toute une journée à un jeu vidéo et pas être bon dedans. Donc du coup, c'est pas parce qu'un jeune joue souvent qu'il faut qu'il fasse de l'e-sport. Il faut qu'il montre qu'il peut le faire, qu'il est discipliné, qu'il en a envie et qu'il peut y arriver. Mais pas passer sa journée à jouer. Il faut qu'il passe un temps précis à s'entraîner. Voilà, puisque personne ne peut s'entraîner toute une journée. Mathis, comment ça se passe pour toi? Hein, puisque tu l'as dit, tu as déjà, ou pas un qui l'a qu'à jouer, même si on aimait ça, on a compris, mais tu as déjà cette vision, tu as envie de te lancer, d'être professionnel. Est-ce que tu t'appliques déjà des règles, des limites? Est-ce que tu vois le jeu déjà comme ton futur emploi? Comment ça se passe quand tu joues au quotidien? Ouais, sachant que la semaine, je suis à l'internat. Donc du coup, je peux pas jouer la semaine. Ah, ça aide hein, ça. Hein? Ouais. Comme ça, je me lasse pas du jeu. Ah, aussi. Ok. Le samedi, j'ai match. Donc en vrai, je joue quoi le vendredi soir et le dimanche. Et malgré ça, champion?
Vous voyez finalement, à pas inquiéter des heures devant jeux vidéo là qui a fait des champions. Ok, d'accord. On a une petite vidéo, avant de lancer la pub, on a une petite vidéo. On va quand même regarder ton exploit. Ok. Tu nous autorises? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti. Le 26 mars, K2 participait à une compétition pour représenter la Guadeloupe en Roumanie. Et vous savez quoi? On a gagné. Le Cinestar, c'était un événement organisé par Giga Game. Le but est simple. Celui qui gagne part en Roumanie pour représenter la Guadeloupe. Du coup, on n'a pas perdu de temps. Et avec nos 4 joueurs, Didouche, Edson, Royly et ML9, on avait toutes les chances pour remporter la victoire. Bon, c'était pas aussi facile que je le pensais, puisque on a quand même pas mal sué en quart de finale, surtout qu'on a eu un match où Royly et Didouche se sont affrontés. Mais bon, au final, tout est bien qui finit bien. ML9 gagne, on part en Roumanie et on va tout faire pour vous emmener avec nous. En tout cas, GG pour leur victoire. Merci à eux, merci à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous montrer chez K2. Comme on a une anglophone avec nous, je tiens à préciser qu'il y a une petite faute, mais elle va être Peut-être qu'elle n'a même pas vu ça. Oh. Nous pas même vu. Ouais, ça va pas obligé de parler de ça. Alors, Roumanie, c'est sa prochaine destination? Oui. Donc, c'est son métier aussi qui va permettre de voyager. Totalement, totalement. Et ça peut faire peur, parce que quand il a gagné, la première question qu'il m'a posée, c'est est-ce que je viens avec lui? Je lui ai dit qu'on verra si c'est possible, mais c'est vrai que ça peut faire peur. La Roumanie, c'est pas un pays classique. Donc du coup, forcément, ça peut faire peur, mais ça fait partie du métier. On voyage beaucoup, on rencontre du monde, des personnes avec des talents, des personnes plus fortes que nous. Ça permet de montrer d'autres jeux, hein, comme au foot, il y a des personnes qui jouent différemment en fonction de là où ils viennent, de l'e-sport qu'ils pratiquent. Donc ça va beaucoup l'aider. Ça va le faire mûrir aussi, je pense, de découvrir le monde, des pays qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de voir ce qu'ils font. Très belle etc. opportunité, hein, ça. Donc oui, c'est une très bonne opportunité. Et puis ça le récompense aussi, puisque c'était une compétition assez stressante. Je crois qu'il était le plus jeune. Tout le monde était beaucoup plus âgé que lui, avait beaucoup plus d'expérience que lui. Ça montre aussi que le sang-froid, c'est quelque chose d'important. On voit que c'est quelqu'un de très posé. Oui, très. C'est ça. Et donc du coup, nous, on veut l'aider à aller plus loin. Et on espère que la Roumanie va l'aider dans ce sens-là, quoi. Mais voilà, en tout cas sur le chat, on nous dit bravo, félicitations de jeunes, bravo à Matisse. Merci. Et voilà, en tout cas, c'est un très beau parcours hein, déjà. Hein. Oui, dis-nous. Tu as une vidéo là, je crois que j'allais voir un petit match là, un petit truc là. Non, tu vas te connecter pour aller. Un but au ralenti là. Mais il a dit un rendez-vous pour Roumanie. Vous allez faire vivre ça en direct, un truc du genre sympa. Oui. On va essayer de faire le maximum pour filmer le plus possible et montrer aux gens que voilà, on est. En live Facebook. Ouais. Oui. C'est l'idée. Bon, en tout cas, tu vois, hein, sur le chat, on nous dit déjà, je sais pas qu'est-ce que j'ai du mal à prononcer les mots aujourd'hui. Faire de sa passion son métier, c'est cool, nous dit Missy Coco. Et Aude Montredon qui nous dit bravo. Restez avec nous, nous partons pour une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant. Réalité, opportunité du marché du travail en Guadeloupe. Et bien voilà, bon, c'est comme ça sur le plateau, les intervenants ne sont pas disciplinés. Non, je plaisante, c'est vraiment, toute convivialité, bonne ambiance sur le plateau et on aime ça. Nous sommes de retour, comment allez-vous? Bien. Très bien. Voilà. J'espère également que vous êtes de retour sur vos écrans. Direct Télé, Direct Facebook, nous sommes entre nous comme chaque mardi soir. Et ce soir, nous sommes sur réalité et opportunité du marché de la Guadeloupe, marché du travail en Guadeloupe. Nous avons avec nous, je le rappelle, Sylvia Fibel-Puissant, qui est fondatrice de Caraïbes Factory. Une entreprise pionnière du tourisme industriel en Guadeloupe, vraiment au cœur des entreprises guadeloupéennes. Nous avons également avec nous Manuel Ornem, qui est le fondateur de Karukera eSport et qui est accompagné du plus jeune champion international, Mathis. Souvent, on a un petit train.
C'est pour que ça te porte, n'est-ce pas, Mathis? Merci. Voilà, Mathis, jeune qui évolue dans l'e-sport et qui a envie d'en faire son métier demain. On fait un petit coucou à ta maman qui est juste à côté et qui, et qui nous regarde. Avec nous également sur le plateau, Caroline Khalil, qui est cofondatrice. Toujours pas. Toujours. Je te laisse. Partenaire du campus. Oui, partenaire du campus digital. Est-ce qu'on peut saluer le fondateur, Mais là? complètement. Monsieur Mathieu Parti. Monsieur Mathieu Parti. N'est-ce pas? Wendy Zaibo qui était là aussi au départ. Et donc, du coup, voilà, ils sont effectivement à l'initiative du campus digital. Et donc, moi, je suis arrivée il y a maintenant un peu plus de 2 ans dans l'aventure de la formation. Donc, effectivement, dans le cadre du campus digital, on propose des formations en distance. À distance, avec du replay, avec du e-learning. Maintenant, on propose du physique. Surtout parce qu'on a répondu à un besoin qui était de la formation courte, diplômante, certifiante, pour permettre aux gens de revenir sur ce fameux marché du travail. Justement, c'était la question, puisqu'en première partie d'émission, vous avez parlé de votre parcours, qu'à qui voyez les autres, finalement, créer, parce que là, on a carrément que des personnes qui sont en création, et on l'a dit sur le chat, d'ailleurs, vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, dis-nous, la création d'entreprise, oui, c'est bien, mais c'est difficile. Finalement, est-ce qu'on peut orienter tout le monde vers l'entrepreneuriat? Peut-être que la réponse, c'est non. Et récemment, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a Philippe Roclor, qui est président de la commission emploi compétences à l'Union des entreprises de Guadeloupe, qui disait que finalement, en Guadeloupe, les entreprises proposent des emplois, mais qui ne sont pas pourvus. On le constate malheureusement. Et à vous écouter, finalement, vous n'avez pas eu cette dynamique de rechercher un emploi. Vous avez créé votre emploi. On a surtout créé un emploi qui nous ressemble. On a surtout créé quelque chose à notre image, avec une identité qui nous est propre. Et à l'instar de ce qu'elle disait tout à l'heure et de ce que je pense qu'ils éprouvent, on n'a pas ce sentiment d'aller travailler. Tu vois, on ne met pas de cap le matin pour aller travailler. C'est la suite logique de notre vie. On a fait notre place, on a créé notre place. Et on ne fait pas d'efforts particuliers dans le sens où on ne va pas travailler à reculons. On y va franchement. C'est ce que je ne sais pas que le marché du travail de la Guadeloupe, finalement, n'avait rien à te proposer qui venait finalement te motiver, t'épanouir. Je voulais simplement être alignée avec mes valeurs. Je voulais proposer un accompagnement. Je voulais répondre à un besoin. Okay? En fonction de ton niveau d'études, en fonction de ce à quoi tu aspires. Et puis, en plus, je suis quelqu'un qui est une personnalité un petit peu outsider. Donc, si tu veux, je rentre difficilement dans des cases. Et c'est très bien comme ça me va bien. On a toujours voulu me faire entrer dans des cases. C'est toujours quelque chose que j'ai refusé. Donc, je me suis dit, OK, comme tu ne rentres pas dans tes cases, dans les cases des autres, tu vas créer. Fais tes affaires. Voilà. Sylvia, toi aussi, c'était ça. C'est pas le marché. Parce qu'on le dit, il y a des offres qui ne sont pas pourvues. Tout à l'heure, on va regarder quels sont les secteurs qui finalement recrutent en Guadeloupe. Il y a des offres, mais elles ne sont pas pourvues. Et au cas du chômage. J'ai pas chacun a un parcours différent. J'ai pas totalement le même ressenti que Caroline par rapport à ça. Parce que, bon, comme je t'ai dit, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par hasard. J'ai pas souvent été salariée dans mes 10 ans de carrière professionnelle, mais j'ai eu l'opportunité quand même, quand j'ai eu l'envie de l'être, parce que j'ai eu envie en fait de connaître le monde du travail, parce que l'entrepreneuriat, parfois on se sent seul. Et j'ai ressenti à un moment l'envie d'appartenir à quelque chose de plus grand, d'une équipe, mais d'être sur des projets, sur du long terme. Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu as plein de petits projets que tu mets en place pour différents clients, en fait, et qui ont une date butoir, on va dire, et qui s'arrêtent à un moment. Mais j'avais envie d'une construction qui soit plus longue. Après, tu me diras, Carré Factory en soi, c'est un projet qui est long, mais dans le fond, vraiment, dans ce que tu réalises au quotidien, c'est souvent plein de petits projets. Et j'ai eu l'opportunité, notamment l'année dernière, de postuler au Parc National, d'être chargée de communication pendant 10 mois là-bas. C'était une expérience vraiment formidable. Je me suis sentie bien parce que je pense que
c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est mieux ou autre, c'est de trouver un endroit où tu te sens bien le matin Finalement. quand tu te lèves. Et vraiment, au Parc National, j'ai eu ce ressenti-là de me sentir à ma place. J'habite à Pointe-Noire, le parc c'est à Saint-Claude. Je faisais Pointe-Noire-Saint-Claude tous les matins et pour autant, j'y allais pas à reculons en fait. Donc, je ne peux pas dire que c'est uniquement parce que je ne me suis pas sentie à ma place ou autre. C'est que j'ai eu une opportunité d'être chef d'entreprise pendant un moment. Et puis, il y a eu un moment où j'ai ressenti le besoin d'être salarié. Et moi, je me dis que dans la vie, on doit pouvoir avoir le choix de faire plusieurs choses si on a envie de le faire. On n'est pas obligé de faire que chef d'entreprise ou que ça. Je pense qu'on a plein de vies dans une vie. J'ose espérer que dans ma vie, je vais connaître plein de challenges. Pour moi, Carré Factory, ce n'est pas un aboutissement. Soi, ouais. J'ai créé quelque chose, j'en suis très fière. Mais j'espère que je vais créer encore plein d'autres choses. D'ailleurs, j'ai plein d'autres projets. Peut-être aussi entreprendre au sein d'une entreprise parce qu'il faut aussi le notifier. Être chef d'entreprise, ce n'est pas forcément créer son entreprise. On peut être entrepreneur dans une entreprise. On parle on peut être salarié et mener des projets au cœur de son entreprise et se sentir à l'aise aussi avec ça. Donc, je rejoins Caroline sur le fait que il ne faut pas qu'on s'enferme dans des cases. Il faut qu'on se sente à l'aise là où on est. Et si on ne se sent pas à l'aise, il faut qu'on puisse réussir à partir de là où on se trouve. Et c'est pas toujours évident. Et je m'en rends bien compte. Il y a des personnes, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et parfois, quand on veut quitter son emploi salarial pour devenir un chef d'entreprise, c'est pas mon cas parce que j'ai pris à l'envers. Moi, j'ai commencé en tant que chef d'entreprise. J'ai eu des opportunités de salariat après. Donc, ça m'a permis d'avoir je m'en suis rendu compte quand j'ai été salariée, j'avais une autre vision du salariat. Pour moi, c'était un kiff quotidien. Je ne sais pas comment te dire, mais quand tu as fait des années de galère de chef d'entreprise et tout d'un coup, tu es salarié, je ne voyais pas ça comme une prison, quoi. Pour moi, c'était waouh, mais que d'avantages. Oh mon Dieu, des collègues. Oh, je ne suis pas seule. Des petites... On ne peut même pas aller de ça, mais bon. Non, faut pas... C'est sûr que l'argent, c'est motivant, mais au-delà de ça, le lien social. Le lien, voilà, parce que si tu crées ton entreprise au début et que tu es tout seul et tous les matins tu es dans ton bureau tout seul, c'est bien sympa d'aller travailler à l'hôtel, sur la plage avec ton ordinateur ou autre. Je vous dis, c'est digital nomade et c'est génial. Mais tu as un moment où tu as cette envie de... En tout cas, je l'ai ressenti moi. Je ne peux pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais moi, j'ai ressenti cette envie d'avoir du lien, de pouvoir partager des projets avec d'autres personnes. Autre qu'avec d'autres chefs d'entreprise, puisque bien sûr, quand tu es entrepreneur, tu partages des projets avec d'autres chefs d'entreprise, mais d'être dans une même structure avec d'autres personnes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience enrichissante, que je n'ai pas continué pour des raisons diverses, mais que je suis contente d'avoir réalisé. Donc je pense qu'il faut se réaliser dans plusieurs choses si on a envie de le faire. Et ne pas se limiter. Ne pas se limiter. C'est exactement ça. Manuel, je le disais... tu travailles avec les jeunes, quand on le dit, qu'il y a de l'emploi finalement, mais les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre ne font pas l'objet de beaucoup de convoitises des jeunes. Est-ce que tu l'entends, ça? Oui, je l'entends pas mal. Il y a beaucoup de choses que parfois j'entends. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais on entend soit qu'il y a beaucoup de choses que les jeunes ne veulent pas faire ou ne veulent plus faire. Oui, tout à fait. Il y a des métiers qui sont que certaines personnes catégorisent comme étant ingrats alors que pas forcément. Moi, durant mon master, j'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet à deux facettes. D'une part, il y a des personnes qui pensent que plus personne ne veut être agriculteur. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes qui veulent l'être, mais qui galèrent énormément à pouvoir y arriver, à avoir accès à une terre cultivable, les difficultés qu'ils rencontrent quand on est agriculteur, parce que le métier d'agriculteur, c'est un métier très très dur. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que justement, on devait avoir Madame Calice, qui n'a pas pu être présente ce soir, et qui est justement agricultrice, paysanne également, et qui avait envie d'interagir sur ce sujet avec nous. Pendant que la balle est là, pour dire le truc, et effectivement, elle a raison, parce que le conseil général, le département qui devrait faire ce travail ne le fait pas convenablement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent, qui ont leur diplôme et tout, et qui n'ont pas accès. Et on sait que les terrains, parce qu'on le sait, on peut dire ce qu'on veut, mais on le sait, que les terrains reviennent à de riches propriétaires qui ont déjà des terrains, à des chefs d'entreprise qui ont déjà des terrains, qui ont déjà pignon sur rue. Donc en fait, on a une politique qui devrait normalement aider les jeunes à s'en sortir. C'est leur travail premier.
d'accord, que ce soit la région, le conseil départemental d'aider les jeunes, d'accompagner pour justement que les 20% de chômeurs puissent diminuer, parce que je rappelle que la région, c'est son premier job, d'accord, c'est de pouvoir donner du travail aux gens, et qu'on voit que certains ont une opportunité et qu'on leur prive de cette opportunité. Et il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui m'ont déjà fait, qui sont déjà venus vers moi, qui m'ont déjà demandé de faire plein de vidéos par rapport à ça, parce qu'en fait, ils se retrouvent démunis. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait ces jeunes-là ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous savez, il va continuer à porter mon œuvre, il va essayer de louer terre, mais à monde, il va essayer, et des fois, diminuer. Et en fait, il y a ça qui était l'idée de faire des grands bits même pour la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on soit qui, eh bien, ici dans une vache, eh bien, une vache laitière, eh bien, nous avons fait lait, nous avons fait camembert, nous avons fait bitan nous-mêmes nous ici. Et il y a des moyens, mais il faut savoir, il faut les gens qui à côté nous, on peut toujours savoir ça, que les gens qui sont en place, on a des gens qui sont en place, on ne peut pas dire c'est un tel, c'est tout le monde, mais il y a des gens qui sont en place, qui sont bien là et qui ne font pas que plein d'autres jeunes peuvent venir pour essayer de manger petit bon pour la famille. Et ça, il faut savoir aussi qu'il y a une génération, une grosse génération parmi les meilleurs et, au niveau des diplômés, parmi les résultats et tout, de jeunes agriculteurs. Bon, ils ont déjà, ça fait déjà un moment déjà, hein, ils ont déjà à peu près mon âge, ou un peu plus grand que moi, mais ils se sont exilés en France. Parce qu'ici, on te laisse pas d'opportunité. Et si à partir du moment que tu veux faire les choses différemment, mais tu deviens l'ennemi à abattre. Et on voit bien où la politique de l'agriculture nous a menés en Guadeloupe. Il n'y a pas de faux semblant. C'est un fiasco. Tu peux continuer, mon grand. Sans langue de bois, sans tabou. Oui, non, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a beaucoup de filières. D'agriculture, mais d'autres filières, hein, puisque oui. BTP, etc. Hein. Totalement, oui. Oui, mais pour rebondir sur ce qu'il disait, dans l'agriculture, on avait beaucoup réfléchi aux fruits à pain. Il y en a énormément. Pourquoi il n'y a pas de champs de fruits à pain, des choses comme ça. Le lait, c'est une vraie question. On en faisait avant. Il y avait des agriculteurs qui faisaient du lait avant en Guadeloupe. Mais il y a une fromagerie bientôt qui va... Bientôt, mais il y en avait avant et ça... Je sais pas pourquoi. Après, peut-être des personnes sont plus informées, mais pourquoi ça n'existe plus, quoi. Ouais, et puis quand il y aura une fromagerie, mais qui c'est qui va faire la fromagerie? Je ne veux pas dire, mais c'est déjà... Oui, il y a des... Regarde, tu vois, c'est comme tu vois, parce que comme on parle de business, pendant le Covid, on nous a bassiné avec ça. Une entreprise hein, qui va faire des masques. On savait tous déjà mais c'était quoi ce truc, hein? Et aujourd'hui, on te dit que ça fait faillite. Mais l'argent du contribuable qui a été mis dedans, et puis ça passe là, tranquille. Tu vois, la région a mis 4-5 000 euros, je ne sais pas combien ils ont mis, et là ça passe, voilà, tranquille. On a décidé que ça ferme, c'est pas rentable. Et puis chacun retire ses billes. Mais on se moque de qui? Mais tu vois, c'est ça. Mais... j'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas si c'est le bon mot. Allez, on continue. Dénoncer, Zachary, pour dénoncer. Oui, Caroline. Quand même, je peux te rassurer, pour le coup, dans le cadre de mon activité, je suis justement des porteurs de projets qui sont beaucoup tournés vers l'agriculture, vers les élevages caprins. C'est ça que j'allais te dire justement. Quels sont les secteurs? Écoute, les domaines. Alors, on a beaucoup l'esthétique. Beaucoup l'esthétique, le monde du soin. Moi, j'estime que c'est un secteur qui est un petit peu... saturé, qui vient à saturation, qui vient à saturation, puis on a du mal à obtenir du financement de formation aussi, puisque de toute façon, ne finance pas ce type de... Malheureusement non. Hein? Voilà. Alors l'idée c'est que tu vas devoir payer ta formation, il y a d'autres biais pour te financer, mais quoi qu'il en soit, il faut que tu viennes avec une plus-value. Si tu n'as pas le truc, tu vois, la technique, le machin, l'identité qui va avec, le personal branding qui va avec, c'est un peu compliqué, c'est un peu bouché. Derrière, on part plus sur, effectivement, pour revenir un peu sur la terre, toute la partie agroalimentaire. Énormément aujourd'hui. Transformation, revalorisation des produits locaux. Ouais, et ça, c'est vraiment génial. J'ai une petite dame. Le projet est encore en cours. On a dit qu'on est plus petite. C'est une petite dame avec un projet aussi grand que le monde et que la Guadeloupe. Ah voilà, c'était bien rattrapé. Et donc en fait, cette dame, je ne peux pas encore la citer parce que le projet est toujours en cours, mais là, elle est en train de développer quelque chose avec des produits de la pharmacopée qu'on a et qui vont permettre d'aider énormément de personnes et notamment d'hommes et de femmes qui souffrent d'une certaine maladie. Et donc, je trouve ça juste incroyable et c'est quelqu'un qui pousse la porte de ton bureau avec un projet comme celui-là, mais tu mets toutes les tripes que tu as pour aider quelqu'un comme ça.
Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, on a des personnes qui se donnent les moyens et qui, malgré toutes les difficultés, à l'instar de ce que Eros disait tout à l'heure, malgré toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, se donnent les moyens, vous frapper aux portes et finissent tôt ou tard par y arriver. Mais toi qui es justement sur la formation pour adultes, donc ce sont des personnes qui finalement sont en reconversion. Qu'est-ce qui a mené ces gens-là ça à reconvertir finalement? Alors pour le coup, tu vois, on n'est pas que dans la reconversion. Ah. On est aussi sur un format où je suis salarié, mais l'argent là, bon, moi la panier assez. Donc, il faut que je regarde à droite, à gauche, qu'est-ce que je peux faire. Okay. Je sais que je suis douée dans tel truc, donc je vais aller me professionnaliser. Je vais chercher une formation courte, adaptée à mon fonctionnement, parce que ça fait à 2 h du matin, midi, pour l'avoir fait, ça pique pour te former. Donc, voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de proposer de la formation qui, effectivement, correspond à nos besoins et donc, pour nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et donc de nous permettre de dégager peut-être un revenu supplémentaire, donc avec un side business, par le biais peut-être d'une petite micro-entreprise ou tu vois, de quelque chose comme ça. Sinon, effectivement, partir carrément sur une reconversion. Et aujourd'hui, on a beaucoup de reconversions dans toute la partie coaching, développement personnel, etc. Mais même là encore, on dit que c'est bouché. Alors finalement, la question que je te pose, on dit souvent que on retrouve les mêmes types de formations, les mêmes programmes de formation dans les centres de formation, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, etc. Finalement, est-ce que on est auprès de la réalité du territoire lorsque tout le monde se lance dans les mêmes types de formations? Les formations fonctionnent avec un système aussi de certification. Aujourd'hui, l'État débloque des certifications, si tu veux, qui correspondent aux besoins du marché. Donc du marché, d'accord. Besoin en main-d'œuvre. Mais sauf que ça retombe sur le sujet de tout à l'heure. Est-ce que les besoins qui sont développés qui collent forcément avec nos réalités? Pas nécessairement. Et donc, nous, l'idée, c'est d'arriver, et c'est comme ça que ce centre de formation est né, c'est de proposer vraiment quelque chose qui colle à notre réalité, tant dans la manière de l'amener, tant dans la pédagogie que sur le fond. Et on colle vraiment avec nos problématiques qui sont locales, puisque clairement, nous, on est vraiment Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin. On commence maintenant sur l'Hexagone, mais voilà, notre public premier, c'est vraiment le local. Et donc, on essaie de coller avec les problématiques et les besoins qu'on a ici. Et aux spécificités du territoire. Complètement. Oui, Sylvia. Mais si je peux rebondir sur ce qu'elle disait aussi. Alors, sans citer de nom particulièrement, mais on a des structures qui sont dans la formation et qui sollicitent des entreprises. Moi, je suis sollicitée pour qu'on puisse connaître nos besoins. Ah, c'est ça. Donc, parce qu'il y a des études et des statistiques après. On a besoin en main-d'œuvre. Oui. Donc, il y a un retour des entreprises. On nous inclut, en tout cas, au processus de décision des formations qui seront mises en place sur le territoire. Et donc, après, je ne peux pas te dire que c'est fait régulièrement ou autre, mais j'ai déjà eu l'occasion de participer une ou deux fois où on nous a sollicité à plusieurs entreprises, plusieurs start-up, pour plusieurs entreprises dans le domaine de la tech, du numérique, etc., pour connaître les besoins que nous aurions en tant qu'embauche. Le panel de formation. Voilà, pour qu'après, on puisse réellement pouvoir avoir des personnes formées et qui seraient embauchées dans nos structures. Donc, c'est important. Oui, ça, c'est important. Alors, on part du côté du chat. Et Sylvia, je pense que peut-être que tu pourras nous donner des éléments. On parlait des secteurs qui recrutent, s'adapter au marché. Il y a Transition énergétique NRES qui nous dit l'énergie renouvelable issue de la géothermie comme secteur. Une ressource énergétique haute en Talpi qui nous place parmi les énergies décarbonées pesant des milliards sur le marché mondial, devenant des exportateurs d'hydrogène vert. Est-ce un secteur d'avenir? Dans tous les cas, les énergies renouvelables, pas que la géothermie, mais les énergies renouvelables plus largement, c'est un véritable secteur d'avenir, puisqu'on est tous... on sait tous qu'on doit changer de notre mode de consommation. C'est certain que si j'avais orienté des jeunes sur des domaines sur lesquels ils pourraient aller, je leur dirais, s'ils se sentent d'être intéressés par ce secteur-là, de ne pas hésiter. Tout ce qui va être le secteur industriel est intéressant dans tous les cas, même si on a tendance à le dire, on a une industrie qui a besoin de renouvellement d'emplois. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je suis contente d'avoir créé Caraï Factory, c'est que ça nous permet de faire visiter des entreprises à beaucoup de jeunes qui découvrent des métiers dont ils n'avaient pas connaissance et qui leur permettent de pouvoir se rendre compte de ce qu'ils pourraient apporter sur leur territoire. Ça, c'est énorme, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Opportunité. Hein. Oui, vraiment. Je reçois, je sais pas, on fait à peu près par année entre 5 et 10 000 visiteurs.
Et les personnes que nous recevons, donc beaucoup de scolaires qui pensent qu'ils sont obligés de partir à l'extérieur pour pouvoir travailler Et là, c'est qui se rendent compte que aussi sur place, ces croyances qu'on peut exactement, se former sur le territoire. et qu'on peut surtout trouver du travail sur le territoire. C'est pas que se former. Donc, dans le domaine énergie renouvelable notamment, donc comme on disait tout à l'heure, il y a de la demande pour citer la géothermie. Ils sont en travaux en ce moment pour pouvoir augmenter leur capacité de production. Ils vont concevoir de nouvelles centrales, donc ils auront forcément besoin d'embaucher de nouvelles personnes, et ils favorisent beaucoup l'emploi local. Donc c'est pas négligeable, c'est intéressant. Il faut le noter. Et généralement, dans le secteur énergie et environnement, c'est ce que je remarque qui est appréciable. Mais dans beaucoup de secteurs industriels, c'est le cas. Ils favorisent vraiment l'emploi local, ce que je trouve intéressant. Ils accompagnent aussi leurs salariés sur des formations qui leur permettent de monter en compétences. Donc, c'est un domaine qui a de l'avenir. Après, je me souviens toujours de jeunes qui font des visites avec nous et qui nous disent « Ah, madame, c'est vrai, je pourrais devenir ingénieur chez moi », enfin, qui sont étonnés de savoir qu'il y a des ingénieurs qui leur ressemblent. Mais la représentativité est importante aussi, quand de venir dans une entreprise et de se rendre compte que quelqu'un qui me ressemble occupe un poste à responsabilité, ça leur fait écho. Se projeter. Exactement, ils arrivent à se projeter. Et puis, il y a aussi ce côté de pouvoir se rendre compte que l'industrie, c'est pas que l'image qu'on en a d'un secteur qui fait peur, où on est... je sais pas, les jeunes ne se rendent pas compte que c'est pas que de la technique. Il y a aussi... c'est une entreprise comme toutes les entreprises, avec un secteur administratif, des ressources humaines, la compta, les services achats. Donc, il y a pléthore de métiers qui sont, un peu comme le disait tout à l'heure... Manuel, merci. Dans le e-sport, où c'est pas que les joueurs, mais qu'il y a tout un panel de métiers autour. Pareil, dans le secteur industriel et notamment dans le secteur des énergies renouvelables, c'est pas que des techniciens de maintenance ou l'idée qu'on se fait première ou que des ingénieurs. Il y a besoin de secrétaires, il y a besoin d'assistants de direction, il y a besoin de personnes qui vont faire le ménage, par exemple, tout simplement. Enfin, il y a toutes sortes de métiers. Encourager les jeunes à découvrir les métiers, peut-être dans des secteurs. Hein. Je pense que ça se fait déjà au niveau du collège, je crois. À l'époque, moi, Yopatika fait ça, mais à présent, il faut permettre ces jeunes-là d'aller faire des petits stages en entreprise, etc. Et les semaines entreprendre en lycée, exactement. Les semaines école entreprise, c'est de plus en plus développé. Alors, il y a Missy Coco, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Missy Coco qui nous demande, y a-t-il des formations en Guadeloupe justement dans le domaine énergie renouvelable, dans le domaine de la géothermie, énergie renouvelable, etc. Moi, je ne connais pas bien toutes les formations, mais je sais que l'université avait créé 2 cursus autour de la géothermie, des énergies renouvelables. Après, à vérifier si c'est toujours mis en place ou autre. Mais ils avaient créé un niveau ingénieur. Donc, je crois que c'était Bac plus 4 ou Bac plus 5, mais spécifiquement sur le domaine géothermie. Donc, si je ne me trompe pas, cette filière, elle existe toujours. Et après, dans tous les cas, je pense que c'est important de partir aussi. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas rester se former chez soi. Désolée, hein, c'est la fondation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller... Non. Mais je pense quand même que ce qui est important, ce n'est pas uniquement le côté formation, même si ça compte. C'est aussi de savoir si on a trouvé de l'emploi quand on va revenir chez soi, puisque Caroline a quand même beaucoup parlé des personnes qui veulent revenir au pays. Donc, je pense que c'est bien de partir pour voir d'autres choses, mais de savoir qu'on a la possibilité de ne pas partir pendant 10 ans, comme on parlait tout à l'heure de fuite des cerveaux, des gens qui ne reviennent jamais parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. On peut partir faire une formation courte si on n'a pas la formation sur le territoire, puisque, bon, il faut le dire, on est sur une île, il n'y a pas forcément tout à disposition. Parfois, il faut partir, mais on peut revenir. Il y a de l'emploi, il y a du travail, il y a des choses qu'on peut mettre en place, ou on peut aller chez CK Consulting et puis être accompagné pour créer son entreprise. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps. Oui, vas-y. Il nous reste à peu près 5 minutes. Il y a aussi des choses à ramener ici, tout simplement. Clairement. Il y a des choses qu'on fait ailleurs. Des concepts, tu veux dire? Des concepts, plein de choses. C'est ça, il y a des moments où je pense qu'on ne se rend pas compte des échelles de valeur parce qu'on a l'impression qu'on est une île. Mais il faut se rappeler que les plus grandes puissances, certaines plus grandes puissances au monde sont des îles. Le Japon, c'est une île. La Corée du Sud, c'est une presqu'île. Et c'est des choses qui, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des personnes qui font des choses à l'échelle mondiale énormes et qui sont dans la même situation que nous. C'est une île, donc ils sont soumis à l'insularité, ils sont soumis à s'ils veulent voyager, prendre le bateau, prendre l'avion. C'est peut-être ce qui change finalement. C'est ça. Et on est une île comme ces gens-là. On est même mieux puisqu'on est un groupement d'îles, donc plein de petites îles.
Et on a 44 millions de personnes, je le répète encore, parce que c'est énorme en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est un marché infini. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui... C'est ça, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aime simplement faire de l'argent, parce que c'est aussi une passion d'aimer faire de l'argent, avec 44 millions de personnes, c'est vu comment les jeunes parlent là, maintenant là. Non, c'est vrai. Si tu aimes faire de l'argent, tu viens. Mais oui, c'est vraiment une réalité. Ça demande juste un petit effort au niveau des langues, au niveau de la recherche aussi. Mais encore une fois, il y a Internet, il y a tout ça. On peut vraiment faire des choses énormes. Et sur ce que tu disais, en fait, il y a aussi les énergies renouvelables, il y a aussi la méthanisation, qui est un nouveau système qui est vachement impressionnant. Et ça montre aussi que tout est réutilisable. La méthanisation, c'est vulgairement, parce que moi je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais c'est vulgairement du compost qui crée du gaz et qu'on réutilise pour faire tout plein de choses. Et c'est extraordinaire de voir que quelque chose d'aussi simple peut être utilisé pour faire de l'énergie. Donc l'énergie renouvelable, il n'y a pas de petite économie insulaire. Il n'y a pas... Voilà, donc ça ne peut pas expliquer tous les handicaps économiques que nous avons sur le territoire. C'est ça totalement. Et il y a une chose que je voulais aussi rappeler qui est peut-être très simple, puisque quelques mots c'est très simple, mais je pense qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est qu'on peut littéralement faire tout ce qu'on veut. Ce soir, on a parlé de plein de choses différentes. Et c'est vraiment à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on peut se lever un matin et faire ce qu'on veut. On a la chance de vivre en un endroit où on n'est pas soumis à des règles strictes, où on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de barrière du moment qu'on respecte la loi, c'est-à-dire qu'on ne fait rien de mal aux autres. On peut avoir l'idée qu'on veut et en faire ce qu'on veut, en fait. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose pour encourager jeunes et moins jeunes, parce qu'on parle beaucoup des jeunes et c'est important, parce que c'est l'avenir, très concrètement. Mais il faut aussi parler de d'autres personnes qui ont l'impression d'être passées à côté de leur vie, mais même si... À 50 ans, on peut clairement faire beaucoup de choses. À 60 ans, à 70 ans, c'est énorme. Il n'y a pas de limite et ça arrive tous les jours. Il y a une série qui s'appelle Succession qui en ce moment marche. Dedans, il y a un acteur qui s'appelle Brian Cox. Il a 80 ans. Il a passé sa vie à être acteur. Il n'a jamais vraiment fait de grands rôles. Et maintenant, il est l'acteur le plus coté en ce moment mondial. Il a 80. Il aurait pu se dire, bon, maintenant j'ai 80 ans, j'arrête. Ça sert à rien, j'ai pas réussi. Mais en fait, non, il a continué. Donne de belles leçons, là. Très belles leçons, là, ce soir. Il y en a plein comme ça sur Terre, tous les jours, tout le temps, qu'on connaît pas, qu'on n'a pas la chance de connaître, même en Guadeloupe. On parlait du nombre d'entrepreneurs qu'il y a ici, vous en voyez tous les jours. Et je pense que clairement, on peut faire ce qu'on veut. Donc si on a peur, il faut juste arrêter d'avoir peur et essayer et pas avoir peur d'avoir honte, en fait. C'est d'essayer qui est le plus important, je pense. Essayer qui est le plus important. Il y a Betty Foster qui disait justement, il existe tellement de nouveaux métiers aussi, de nouveaux secteurs en évolution, qu'il y a beaucoup de postes à envisager. Dans le cadre d'un retour aux Antilles, d'une réadaptation, d'une reconversion, eh ben voilà, il faut penser à ces nouveaux métiers. Il faut sortir peut-être aussi de ce que propose le marché et créer. Et puis découvrir aussi ce qui se passe ailleurs, parce que ça nous permet de s'inspirer finalement. Et comme tu l'as dit, de revenir avec des nouveaux concepts, etc. On arrive à la fin de l'émission. Avant de passer la parole au parolier qui va conclure toujours avec sa rubrique On dote Camo, est-ce que vous avez des choses à rajouter, Caroline? Lancez-vous, plus que jamais. Peu importe ce que vous faites, lancez-vous. Faites-le à fond. En théorie, ça devrait bien se passer. Et au pire des cas, ce sera de l'apprentissage. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner. CK Consulting, on peut te retrouver sur les réseaux? C'est ça. On est présent sur les réseaux, Instagram, Facebook et aussi le campus digital. Le campus digital pour les formations. C'est une équipe dynamique, jeune, guadeloupéenne aussi. Alors n'hésitez surtout pas. Sylvia? Eh bien, moi, j'invite tout le monde à venir découvrir les entreprises guadeloupéennes à travers les visites que nous proposons chez Caraïbes Factory. Donc, je pense que pour moi, la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut qu'on connaisse l'économie de nos territoires. Tout à fait. Et ça passe par faire des visites d'entreprise. Et c'est notre credo en ce moment, visiter une entreprise, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir. Nos visites sont gratuites. Alors, justement, pour profiter pour poser aux questions là, est-ce que si un parent invite justement, il y a éducation à Timouna, il ouvre l'esprit à Timouna, etc., dit bon ben en cas créé Caraïbes Factory et en cas organisé on t'y visite, c'est possible de... Bien sûr, on organise des visites chacune des entreprises qu'on fait visiter ont un jour fixe de visite tout public. Donc, par exemple la centrale géothermique de Bouillante, c'est tous les premiers samedis du mois, c'est gratuit. La centrale, le parc éolien, les parcs éoliens de Total Énergie qui sont répartis un peu partout, mais notamment le parc de Saint-François qu'on fait visiter, c'est tous les derniers samedis du mois. La carrière de Rivière-Sens qu'on fait visiter également, c'est tous les derniers mercredis du mois. Le parc éolien de Sainte-Rose qu'on fait visiter, c'est tous les deuxièmes samedis du mois. On propose également des ateliers avec des artisans pour pousser la porte des savoir-faire. Donc il y a véritablement beaucoup de choses. Il suffit d'aller sur notre site internet. J'allais te dire, où est-ce qu'on peut retrouver les tournées, les événements qui ont lieu?
Sur notre site internet www.caraibefactory.com. Sinon, on est joignable aussi par téléphone au 06 90 65 40 75 et sur nos réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, Manuel, avant de conclure, il y a Missy Koko qui te dit oui, mais le Japon n'est pas une colonie. Tu débats pas. Parce qu'on peut faire là qu'on n'a plus le temps. Okay. Si tu as une conclusion, un mot de fin, les jeunes qui te regardent, l'e-sport, Kaoteni a dit, au soit là. Premièrement, s'il y a quelqu'un, un parent, un enfant, un frère, une soeur qui veut justement faire un peu plus dans le gaming, savoir ce que c'est l'e-sport, vraiment, enfin la différence, bref, on va organiser suivant la demande des bootcamps. C'est très simple, c'est pour ceux qui connaissent les bootcamps, pour les autres, c'est un événement où on se réunit à un endroit, on mélange plusieurs domaines, sport, bien-être, nourriture et jeux vidéo. Donc l'idée, ce n'est pas jouer, mais découvrir le métier de l'e-sport, donc de s'entraîner. Il a bien dit, hein? Bon. C'est ça. Donc, du coup, si on a quelqu'un qui, comme un internaute disait, passe son temps à jouer, vous pouvez l'emmener au bootcamp et lui montrer la différence entre ce qu'il fait, passer son temps à jouer et s'entraîner. Et il va peut-être voir la différence, je suis sûr qu'il va aimer. C'est payant, ça soutient l'association, ça se fera en fonction des demandes. Et donc, n'hésitez pas, nous, c'est Karaokara Esports, vous pouvez nous contacter. Sinon, le mot d'ordre, c'est vraiment de faire ce qu'on veut et d'essayer. Il n'y a pas d'erreur nulle part. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai bien retenu quand tu as dit ça. Ce que la personne a dit sur le Japon, j'aimerais bien être invité pour en parler, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai, mais il y a une nuancé comme tout. Monsieur le parolier va nous parler des politiques de l'emploi dans les... Non, tu sais, j'ai décidé pour... c'est ton tour. Pour mon bien-être, Aïe. d'éviter de plus en plus de trop parler de certaines choses. Donc on va se concentrer sur l'esprit que vous avez dégagé au travers de cette émission. Il parti, on donne qu'à Je salue ton père, hein, Patrick, hein, parce qu'il faut savoir qu'en travaillant avec papa Missier, et en vraiment Missier, jeune Tibou, et en content, en vraiment fier. Ouais. L'évolution, okay. Ouais, mais là, quand on rentre à la casa, que fil raté, c'est pas blanc, là. Ça te vieillit. Parole partie y aller, c'est une question qui posée. Pour la peine, c'est toujours les mêmes qui visaient. Caraib Factory tient un coup de zier pour demain. D'autres camo avec Caroline pour travailler, prendre ballon et à voter, pas mettre dormi loin pour bon. Pratiquement la cisée, nous sommes entre nous. Ça qui l'a pour de l'eau pas cachailler, crier Jean ouvré. Mais bon Dieu, pas qu'à babouchette charge, il peut pas porter. Et complot à nègre, pas complot à chien. C'est bien pour ça que c'est l'amour en bitin qui font d'autres bitins bas au l'amour. Fait la Caraïbe vibrer pour self-made woman traverser avant l'idée pour moun pas voir arriver les premiers. Mais voilà tellement important, n'est-ce pas Sylvia? On dit, prends petit bon la cisée, ça ou fait bas les autres si bon bayo, pourquoi et pas mon bao? Mais pas rentrer en combat, pas d'avoir vaillant joie. Formé au travail et si on paie d'épée. La bouillie maillée qui a fait combo dans le travail Guada, mais Caroline là pour bas avec Maria et Zamia. Pour ça qui veut rentrer, puis trapper qui j'en pour manger lui aussi ta casa. Ah, Patrick. Ou bien travailler même avec Madame Mao. Garçon, c'est l'esprit là, ça même qui toujours guidé, ou peut-être là chargé, mais tourner à la réalité. Jeunesse là pas perché, mais penché sur ni chakayas là. Sa famille nous interdit, nous prend passion qu'a bâti nos promesses pour demain. Passion et récompense qu'a bâ frisson pour défier les probabilités. Mathis pas qu'à rêver d'avant qu'à quoi il parti pour rêver et montrer nous qui lit et nous-mêmes illimité. Du moment qu'il nous voulait. Mais tout métier pas en passion, des parfois c'est ça qui poison. Et là où vous pas yo commander, c'est vous pour commander. À commencer par vous-même pour organiser ça où vous gens où vous. Dans des balles sans comprendre que c'était que l'argent. Mais puis qui ça, l'esprit de la lévitation d'autres garder. Mettre l'amour pour nous avant l'économie, pas qu'empêcher faire sous. Et payer un monde valet, pas qu'à appauvrir. Mais tout le monde qui tini, veut tini plus. Sa logique qui pique bien payé et pique bas rendement. Tout le monde tini en valet, mais tout le monde pas tini même valet là. Il faut arrêter de prendre pitié. Puis petit l'argent là qu'on référence pour payer toute la restant. Pas d'avoir trop feignant qu'à prospérer ainsi ça. C'est pour cette mal donné ces divisions qu'à nous exploitation. En du petit bon la cisée. 44 millions, c'est ça nous qu'a pesé avec l'entourage West Indies. Ouvrez-moi nous pour péter Cadina français. Brûler vieux livre là qu'a fait nous quoi qui nous pas voir hack. Dépose tes peurs. Éprouve-toi ta valeur. Vas-y à fond et check campus. Sans oublier les visites d'entreprise avec Caraib Factory ou pour les plus jeunes Karaokara Esports. Donne d'autres rêves en bootcamp.
Restez raide, dur et bandé. Tout travail est Guadama, Diana. One love de Jaconet, toujours l'amour. Le bistouri. Merci infiniment. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'espère que vous avez apprécié nos échanges. Merci, jeune homme, d'avoir été présent avec nous. Merci à vous. Comment? Je dis, il n'y a pas de souci, merci à vous. Ah, quand même. Voilà, je pensais que tu parlais pas trop là. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Je tiens à remercier Lucie, qui est la styliste qui m'habille depuis le début de cette émission. Carême fini. À présent, là, les gens qui commencent à sortir, vous allez pouvoir trouver de très belles tenues qui sont confectionnées par des créateurs caribéens. Galerie de Welbo, ça s'appelle Caribbean Casting and Designers. Lucie, c'est une femme juste exceptionnelle. Elle m'habille tous les mardis et je suis vraiment très, très, très heureuse de collaborer avec elle. Pour les gens qui vivent une tenue complète là, parce que c'est une belle tenue, mais je ne vais pas me mettre debout. Voilà. Rendez-vous. Rendez-vous sur mon Insta. C'est là que je poste toutes les tenues avec les références comme ça, Zoka directement connecter les autres. Eve et Lucie. Et puis voilà, vous faites des achats puisque voilà, les beaux jours sont revenus pour toutes les cérémonies. N'hésitez surtout pas. Caribbean Casting and Designer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec, je le dis déjà parce que le sujet va être un petit peu tendu, très sensible, tabou en Guadeloupe. Je n'en dis pas plus. À la semaine prochaine. Belle soirée à vous tous.